Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors vous voyez, nouveau plateau, nouveau format, nouveau décor, nouvelle émission, nouveaux invités, tout est nouveau. D'ailleurs, c'est le plus beau plateau de la place de Paris. Vous êtes donc sur Géopolitique Profonde. Voilà, on va faire une grosse émission, c'est la grande émission hashtag GPTV. Alors vous mettez en avant le hashtag, je veux du hashtag partout sur Twitter. N'hésitez pas, n'oubliez pas, voilà, la lettre de Géopolitique Profonde du mois de janvier est sortie. Géostratégie, Jean-Maxime Corneille, Pierre-Antoine Plaquevent, Franck Pengam, matières premières, décentralisation. N'hésitez pas à le commander, c'est là, en dessous, là, en dessous de la vidéo. Allez-y, et vous le commandez. Alors, aujourd'hui, on va parler mondialisme, on va parler Great Reset, on va parler économie, et on a pour ça 4 invités exceptionnels, hein, c'est toujours exceptionnel. Nous, on a toujours la crème de la crème, c'est l'élite. C'est l'élite des invités que personne n'a. Peut-être personne ne veut aussi, c'est possible. Hein. Je sais pas. C'est flatteur. Pour démarrer. Alors, à ma droite, notre ami Olivier Piacentini, économiste. Il a écrit « La chute finale, l'Occident survivra-t-il » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Salut mon Olivier, je suis content de te voir là, t'as mis en plus une belle cravate, un beau costard, même si t'as mis le jean en dessous, qu'on voit pas, mais là t'es classe quoi. Je voulais pas que ça se sache, il a fallu que tu dévoiles tout. Ah bah si, moi je dévoile. C'est terrible. Hein. Mais on est transparent ici, c'est la transparence totale. Heureusement que je suis pas en caleçon. Heureusement oui. Bonsoir Stella, bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, là je regarde comme c'est beau là, t'as vu? On te voit là. Bon. Oui. Non, à côté, notre ami Jean-Maxime Corneille, analyse stratégique, il a traduit le charme discret du djihad et lui a un vrai costume et avec un vrai pantalon. Et voilà, fallait le gars classe de la soirée, c'est Jean-Maxime Corneille. La cravate est moins jolie que la mienne. La cravate est moins bien que la mienne. Je sais pas. Vous préférez quoi, les filles, sa cravate ou la sienne? On va pas commencer à se disputer des Non, bon, d'accord, ok. Calme-toi, voilà, déjà, les rapports sont sympathiques. Voilà, déjà, tu es politiquement correct. C'est vraiment... Bravo. Puis on a dit, c'est Myriam qui connaît un peu le style people, donc c'est elle qui a un avis. Voilà, bravo. Toujours voter en touche. Voilà, c'est l'hypocrisie du mainstream. Voilà, on l'a ici ce soir. Les scuds, normalement, on attend quelques minutes. Alors, 2024, on s'attaque pas au physique. Bah si, on s'attaque. Alors, à ma gauche, j'ai Stella Kamga qui a écrit « La France n'est plus la France » aux éditions du Verbeo. Et d'ailleurs, je salue notre ami Sylvain Durin qui nous regarde. Évidemment, regardez, voilà, la France n'est plus la France. Et pourquoi tu mets Olivier? Ah ben voilà. Ben non, c'était pas Olivier. Attendez. Oh là là. Est-ce que tu oses dire que notre réalisation fait des conneries? Non, pas du tout, mais bon, Olivier, il me prend la place depuis qu'on a commencé. Comment tu vas? T'as bien passé tes fêtes? Un peu malade, mais ça va, en pleine convalescence. Mais là, aujourd'hui, t'es en forme. Là, je suis en forme. On compte sur toi. Hein. Oui, toujours. On compte sur toi pour rehausser le niveau. Toujours au taquet. Et à la fin du on a notre amie Myriam Palomba, qui évidemment n'a pas écrit de livre. Mais elle est avec nous, journaliste. Comment ça va, ma chère Myriam? Tu as écrit de livres, t'as pas fait autant de magazines que j'en ai fait, donc... Ah ouais, t'as fait des magazines Bon, on va dire que t'as fait des magazines, c'est pareil. Bah, c'est pareil, je sais pas, mais en tout cas, si tu veux, je t'écrirai un texte, tu verras. Là, on va passer à l'entretien impertinent avec notre ami Olivier Piacentini. Alors, une demi-heure d'entretien avec Olivier, surtout... J'ai amené mes cartons jaunes et rouges, au cas où certains ici, là, autour de la table, voudraient perturber l'entretien d'Olivier Piacentini. Donc aussi, je peux pas m'en prendre, moi, alors. Non, toi, t'en prendras pas. Pendant une demi-heure, ah bah c'est bon. Dis-moi, cher Olivier, toi, t'es spécialiste, du coup, de la mondialisation, du mondialisme, du Great Reset. Pourquoi ces sujets, surtout quand on est économiste, c'est quand même des sujets qui sentent un peu le soufre. C'est pas vraiment ce que... Oui, mais...
si tu veux, mon cher Mike, on se connaît maintenant depuis des années. Moi, je ne bâtis pas une carrière en essayant de toucher les sujets sensibles parce que j'ai envie de les toucher, etc. Moi, tu sais, j'ai un cabinet de conseil depuis plus de 20 ans où je m'occupe de créateurs d'entreprises. Bon. Et puis, un beau jour, j'ai écrit un bouquin sur tout ce que je constate à l'issue de mes voyages dans le monde, de tout ce que je vois, du basculement progressif de l'économie des pays développés vers les pays émergents, entre autres. Un certain mental aussi, où on sent quand même dans nos pays une certaine déprime. Et puis moi, j'allais dans des pays comme des pays pauvres, même en Afrique ou en Asie, où je sentais une espèce de dynamique. Les gens croyaient en l'avenir et je voyais ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train d'aller vers un basculement. Et puis, donc, je me suis mis à écrire un bouquin. Il se trouve que ce bouquin, qui s'appelait Vers la chute de l'Empire occidental, qui est sorti il y a 9 ans, a eu rapidement un certain écho parce que je dirais que certaines radios, comme Radio Courtoisie, TV Liberté, puis d'autres antennes, Sud Radio, voilà, m'ont immédiatement promu pour traiter de ces sujets-là. Alors, bien que ce premier livre que j'avais écrit, Vers la chute de l'Empire occidental, a eu par ailleurs beaucoup de sarcasme. Pourquoi? Parce que j'étais effectivement, comme tu l'as dit, alors ça s'en souffre, c'est surtout que c'était le contre-pied de ce qu'on disait à l'époque, on en a parlé tout à l'heure avec notre ami, où on avait l'impression à l'époque que le mondialisme se déroulait sans aucune opposition, que tout allait aller de source, et que nous autres, on était tous des ringards. Et moi, dans ce premier livre, j'ai noté qu'il y avait quand même, dès 2015, une amorce de changement, je dirais, dans les rapports avec le mondialisme, avec cette avancée du mondialisme qui commençait à avoir des ratés, bien que beaucoup de gens la considéraient inéluctable. Et puis, il se trouve que pas mal de choses que j'ai dit dans ce livre se sont produites depuis. Alors maintenant, je voudrais que tu me définisses ce mondialisme. Voilà, parce que on peut y mettre plein de choses et chacun a sa propre définition, mais je veux vraiment que les gens qui nous regardent comprennent ce qu'est le mondialisme. Alors, c'est une excellente question. Toujours, c'est dingue, c'est toujours chez moi. J'essaye, hein. Oui, enfin oui, en fait. Eh oui, j'essaye, madame, j'essaye. Il est lourd. Ah, il est méga lourd. Je te jure, il est méga lourd. Plusieurs questions. Quand tu as posé plusieurs questions, là, tu peux le dire. Là, j'apprécie plus tes questions que tu n'apprécies mes réponses. J'apprécie beaucoup tes réponses. Vas-y, alors, le mondialisme, qu'est-ce que c'est? Alors, le mondialisme, il faut le définir par rapport à la mondialisation. Ce sont deux choses différentes. Et le problème du mondialisme, c'est qu'il veut se confondre avec la mondialisation pour se rendre inéluctable. Pourquoi? Parce que la mondialisation, c'est un fait inéluctable. C'est là. La mondialisation, c'est le développement des techniques de transport, de communication, qui font que petit à petit, nous communiquons beaucoup plus rapidement. Enfin, on a des contacts à l'autre bout du monde, alors que nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents, pour aller d'une province à l'autre, ils n'y arrivaient pas, même à la préfecture. Bon, évidemment, les voyages, par exemple, aller en Thaïlande quand j'étais jeune, c'était réservé à une certaine élite. Maintenant, tout le monde y va. Enfin, donc, forcément, il y a les marchandises qui circulent par rapport aux supercontainers. Donc ça, c'est la mondialisation, ok. Mais le mondialisme, qu'est-ce que c'est? La mondialisation, personne ne peut être contre la mondialisation. Ou alors on peut être contre, mais de toute façon. Mais le mondialisme, voilà, le mondialisme. Le mondialisme, c'est une idéologie. Une idéologie qui est véhiculée derrière tout ça. Qui existe d'ailleurs avant même que la mondialisation ne se déploie au rythme qu'elle se déploie depuis des années. Et ce mondialisme, c'est une idéologie qui dit quoi? Qui dit que finalement, les nations, les frontières, les gouvernements spéciaux, tout ça est appelé à s'effacer derrière la mondialisation, et qu'il faut aboutir à un seul et même peuple à l'échelle de la planète, avec un seul et même gouvernement au final. C'est quoi, c'est le gouvernement mondial, c'est ça? Pour toi, le mondialisme, c'est le gouvernement mondial de Jacques Attali. La logique doit aboutir à un gouvernement mondial. C'est cette logique. Mais cette logique, parce que je sais, vous me regardez tous comme ça, bizarrement. Ah non, moi je te regarde pas bizarrement, j'adhère totalement. Non mais Myriam, je suis suspendue à tes lèvres. Je parle à Mike avec son esprit tordu. Pas à vous, mesdemoiselles, je sais que vous... On voit pas sur tordu. Contrairement à moi, vous n'avez pas d'esprit tordu. Voilà. Bon. Du coup, je sais même plus ce que je dis. Donc, gouvernement mondial de Jacques Attali. Oui. Jacques Attali, oui, bien sûr, mais Jacques Attali en a parlé. Mais avant même Jacques Attali, les promoteurs d'un cercle qui s'appelle le cercle de Bilderberg, dont on a parlé plusieurs fois ici, qui sont au premier rang duquel se figurent David Rockefeller et Charles Warburg, qui était le PDG de la Chase Manhattan Bank. Donc, l'un qui est un mania du pétrole, d'hôtellerie, de tout ce que vous voulez, l'autre qui est le PDG d'une des plus grandes banques du monde. Eh bien, David Rockefeller disait clairement, l'aboutissement, c'est un gouvernement mondial. C'est vers ça, vers quoi on doit tendre. Il l'a dit. À quel endroit il a dit ça?
Il a dit ça certainement à New York, au moment de la création du cercle de Bilderberg, qui s'appelle Bilderberg parce que c'est... Pourquoi il l'aurait pas dit? Ah tiens, ça m'intéresse. Ça. Il l'a dit précisément dans ses mémoires David Rockefeller, Oui. page 475, édition de Fallois. Voilà, une petite précision. Alors là, je ne serais pas aussi précis. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il l'ait dit. Bon. Non, mais par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est... excuse-moi, Mike, tu vas me donner un carton rouge, là, ou jaune. Mais moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Par contre, je comprends pas quel est leur but. Et j'aimerais bien que... Quel est leur but? Ouais. Mais c'est-à-dire leur but... Tu Je parles de leur intérêt personnel? Peut-être le laisser développer pour l'instant. Ouais, pardon. Non, mais Voilà. elle pose une excellente question. Bien sûr, ouais. Elle pose une excellente question. Pourquoi le mondialisme a eu le vent en poupe pendant 40, 50 ans? Pourquoi on avait vraiment l'impression que c'est vers ça qu'on allait tendre? Parce qu'en réalité, il y a eu une forme d'alignement des planètes. C'est-à-dire que d'un côté, on a la mondialisation, celle que je viens de décrire, technique, technologique, tout ce qu'on veut, qui rapproche les populations. Et puis, il y a, je dirais, un courant philosophique important qui s'appelle par exemple l'existentialisme, le structuralisme. Tous ces courants philosophiques et idéologiques qui étaient portés par Jean-Paul Sartre, Deleuze, Derrida, par Lévi-Strauss, enfin Lévi-Strauss un peu moins, mais Foucault, et qui en fait expriment l'idée que nous ne devons plus nous enfermer dans un cadre de valeurs spécieux, qui dit qu'en fait toutes les valeurs que nous avons, nos valeurs nationales, nos valeurs morales, c'est des postulats qui sont spécieux et qu'en fait on doit évoluer vers une société sans normes. Et donc qui épouse complètement le mondialisme. C'est-à-dire qu'en fait, tout est relativisé. Donc nous avons ce courant de pensée qui veut finalement faire exploser, je dirais, des normes morales, sociales, qui fondent les nations. Mais dis-moi, ce mondialisme... J'ai pas fini mon raisonnement. Mais bon, vas-y, finis. Je voudrais terminer parce que c'est un peu... Vas-y, finis. Et troisièmement, nous avons les intérêts économiques des multinationales. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, se montent des entreprises multinationales qui donc ont en premier chef intérêt à faire exploser les frontières, puisque c'est pour elles la possibilité, je dirais, de déployer leurs intérêts partout, d'échanger des marchandises. Aujourd'hui, ça nous paraît évident de prendre des produits de Chine, mais il y a 40 ans, quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Tout ça a été mis en place politiquement. Donc, on a un alignement des planètes entre les intérêts des grandes puissances économiques, dont messieurs Rockefeller et Warburg faisaient partie. Et donc, il y avait évidemment non seulement très certainement une idéologie derrière, parce qu'ils croyaient en ce qu'ils disaient, mais il y avait aussi des intérêts propres. Donc nous avons des intérêts économiques, une idéologie qui se développe à ce moment-là. Qui se développe pourquoi à ce moment-là? Parce que tout ce qui était national a été, je dirais, assimilé à du nazisme, au fascisme, à tout ce qui a provoqué la guerre, donc on n'en voulait plus. Donc poussé de ces philosophies-là. Olivier, j'aimerais que tu conclues. Poussé des technologies, donc nous avons le mondialisme qui n'a plus aucun frein. Alors, une chose, est-ce que le mondialisme, c'est qu'une valeur occidentale, ou parce que souvent, moi j'entends les gens nous dire, surtout notre public nous dire, ah oui, mais il y a les BRICS, il y a les gentils Russes, les gentils Chinois, est-ce que ces pays-là aussi ont leur mondialisme, ou est-ce qu'ils sont dans le mondialisme de plein pied, comme peut l'être l'Occident? Alors, c'est très ambigu. Mais c'est une question très intéressante mais on est obligé d'y répondre d'une façon très nuancée. Pourquoi? Parce qu'au niveau des BRICS, les BRICS c'est quoi? Les BRICS, c'est un conglomérat de pays émergents qui deviennent petit à petit des puissances de plus en plus importantes. Et ces BRICS se sont rassemblés, c'est ce que j'avais décrit dans mon premier livre, qui s'appelait Vers la chute de l'Empire occidental, sur un seul objectif. Le seul point qui les rassemble, c'est d'aller contre l'Occident. Pourquoi contre l'Occident? Parce que l'Occident, le FMI, c'est la direction occidentale, l'ONU plus ou moins, je dirais l'OCDE, enfin pratiquement toutes les grandes institutions sont dirigées par des Occidentaux. Or, les BRICS ont un poids de plus en plus important, à la fois dans l'économie mondiale, avec, je dirais, la proportion de PIB qu'elles prennent qui est de plus en plus importante, leur population qui ne cesse de monter, et évidemment, elles attendent d'avoir de plus en plus de pouvoir à l'échelle mondiale. Mais pour avoir ce pouvoir, il faut petit à petit tailler des croupières sur le dos de l'Occident. Donc les BRICS n'existent que pour ça. La preuve, c'est que la Russie, la Chine et l'Inde, qui sont les trois principaux, sont des adversaires historiques, je dirais. L'Inde et la Chine, d'ailleurs, ont même des conflits de frontières au niveau du Cachemire. Mais pour aller contre l'Occident, ils se mettent ensemble. Il n'y a pas de problème. Sur l'histoire de la mondialisation, c'est plus compliqué que ça. La mondialisation, effectivement, c'est vraiment une idée et une idéologie et, je dirais, un élan qui part de l'Occident. Mais qui a intéressé
et impliquer des pays qui sont devenus des grandes puissances par rapport à ça. La Chine et l'Inde. Pourquoi? Parce que dans le déploiement économique qui a suivi la mise en place du mondialisme, parce qu'il faut bien le comprendre, le mondialisme, quand on veut créer un peuple mondial, il faut aussi harmoniser les conditions. Il faut harmoniser les revenus, il faut harmoniser les niveaux de vie. Qu'est-ce qui fait obstacle au mondialisme? C'est tout simplement qu'il y a des écarts de revenus qui sont considérables entre certains pays européens et certains pays d'Afrique ou du monde arabe. Ces écarts de revenus, depuis 30 ans, ne cessent de se réduire. Pourquoi? Parce que le déploiement économique s'est fait en faveur de certains pays asiatiques et de certains pays d'Amérique latine, comme par exemple le Brésil, qui est dans les BRICS également. Et donc, des pays comme le Brésil, l'Inde et la Chine ont d'énormes intérêts dans le mondialisme. Eux-mêmes sont obligés de suivre le mondialisme, puisque leur fortune vient de là. L'économie chinoise, à la fin des années 80 ou au milieu des années 90, c'était l'équivalent d'une économie africaine. Hein. Du Cameroun, je me souviens. Oui, voilà. Ils faisaient rire tout le monde, on dit les Chinois, mais ils fabriquent des lanternes, des trucs, des lampions, voilà. Rien, ils ne savaient rien faire, zéro. C'est les Occidentaux, les multinationales occidentales, qui leur ont tout appris. Et tout ça parce que le gouvernement chinois était extrêmement intelligent. Au lendemain, je dirais, de la crise de la place Tiananmen, quand le gouvernement communiste traditionnel maoïste a failli être renversé, le dirigeant de l'époque était Deng Xiaoping, qui était extrêmement intelligent, de la vie de Giscard d'Estaing qu'il avait fréquenté, a eu une idée très simple, on est obligé d'abandonner une partie du communisme, enfin de l'adapter à la situation internationale. Il avait même eu cette phrase, peu importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape les souris. Ça, c'est pour dire qu'on allait changer de système. Et donc, il avait vu que, comme les Occidentaux, les multinationales occidentales cherchaient à créer de nouvelles bases d'implantation pour leurs usines, parce qu'il y avait de gros problèmes de tension sociale en Occident, avec l'après-mai 68, les grèves, etc. Lui était prêt à les accueillir. Donc dis-moi, toi tu serais d'accord avec ce que dit notre ami Pierre Hilard, comme quoi la Russie, par exemple, est aussi un agent du mondialisme? Non, ça je suis moins d'accord. Pas d'accord du tout? J'ai pas dit je suis pas d'accord, parce que moi je suis pas dans les arcanes du pouvoir russe, etc. Mais il y a moins d'intérêt. Les Russes sont clairement moins... Pourtant, il explique qu'ils veulent faire l'euro numérique, le système de contrôle, etc. Mais écoute, moi je ne sais pas tout ça. Moi, je ne vois pas où est l'intérêt de la Russie. L'intérêt de la Russie se présente comme une nation qui, justement, veut restaurer un certain nationalisme, la puissance des nations, et restaurer certains cadres moraux bien précis, avec qui on est d'accord ou pas d'accord. C'est les leurs, c'est pas forcément les miens. Mais le fait est que le discours et, je dirais même, la rhétorique et les lois qui s'appliquent en Russie visent à restaurer, au contraire, je dirais, des racines morales, spirituelles profondes. C'est de façade, c'est pas de façade, on n'en sait rien. C'est bien ça qui est dit. Deuxièmement, la Russie est moins impliquée dans le commerce international, elle ne tire pas sa richesse de là, elle tire sa richesse essentiellement des matières premières. Ça, mondialisme ou pas, elle va réussir à les vendre. Hein. Je veux dire, c'est clair et net. Donc, je pense que l'union des BRICS se fait non pas sur la base de contrer le mondialisme, parce qu'encore une fois, la Chine est pour le mondialisme. Quand Donald Trump, qui lui est contre le mondialisme, a lancé sa guerre commerciale pour protéger les frontières américaines, qui il a touché en premier lieu? Les Chinois, qui disaient, le Premier ministre chinois, M. Xi, qui a dit « Trump va nous faire revenir à l'âge de pierre ». Voilà, oui, certainement, les Chinois, mais peut-être pas les Américains. Vas-y, finis. Mais la Russie n'est là que parce que elle veut contrer la toute-puissance occidentale. La Russie, déjà, il faut le savoir, et il faut s'en rappeler. Dans les 8 premières années de l'ère Poutine, Poutine a tout fait pour se rapprocher de l'Occident. Il a fait énormément d'approches pour rentrer dans l'Occident. Et d'ailleurs, à l'époque, il faisait partie du G8. À partir du moment où il a senti, à tort ou à raison, moi je ne sais pas, à tort ou à raison, que l'Occident il n'y avait pas une empathie si forte vis-à-vis de lui, qu'il n'y avait pas, je dirais, cet appétit pour... petit à petit, il s'est éloigné, il s'est rapproché, je dirais, de puissances comme la Chine et autres, et il s'est mis finalement dans le camp... On va revenir vers la France, même si je sais qu'il y en a une qui trépigne, mais elle va trépigner pendant le duel, parce que je connais son point de vue sur la Russie, donc c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais dis-moi, là on revient, on va dire, sur l'Occident. Est-ce que l'année 2024 va être une année charnière pour le Great Reset? L'année charnière pour le Great Reset, les années charnières, elles ont déjà eu lieu, c'était la période Covid et l'après-période Covid. Donc là, on va se retrouver confronté à... Mais est-ce qu'il y aura peut-être une accélération?
sur 2024. Mais disons que moi, ce qui m'inquiète dans l'accélération du Great Reset, c'est, je dirais, le déploiement de nouvelles technologies de plus en plus importantes. Lesquelles, par exemple? L'intelligence artificielle, très clairement, tout ce qui est numérique, enfin tout le développement d'un certain nombre de technologies qui sont quand même assez inquiétantes et qui font qu'on a l'impression que l'humain est de plus en plus dépossédé, je dirais, de sa capacité à agir. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, c'est au niveau occidental. Alors, c'est ambigu, là aussi, ce que je vais dire. Ça peut m'inquiéter comme ça peut me rassurer. Il y a, je trouve, alors c'est peut-être un point de vue franco-français, une contradiction entre la poussée des mouvements populistes à peu près partout, qui traduit quand même une réaction des peuples. Parce que moi, ça fait des années que je parle de la lutte des élites, en particulier des élites économiques, contre le peuple. Bon. Et aujourd'hui, on a l'impression que le peuple, lui-même, commence à sentir qu'on l'a lui fait à l'envers, on va dire. Voilà. Bon. Et il y a une poussée des populistes partout, en Italie, en Suède, en Hollande, enfin, dans tous les pays, en France, oui. Alors, c'est ça qui est bizarre. En Europe, aux États-Unis, puisqu'il y a eu Trump, et que, bon, il est bien placé pour revenir, hein, si on le laisse faire, mais également au Canada, également dans des pays qui profitent du mondialisme, comme le Brésil, puisqu'il y a eu Bolsonaro qui a perdu de très peu, et les gens ne l'ont pas dit, mais il a perdu les élections, lui en tant que président, mais le Parlement est de son côté. L'Argentine. Bon. Donc d'un côté, on sent quand même cette poussée, ce mécontentement un peu partout. D'un autre côté, moi, ce que je trouve, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'apathie des populations face aux événements. Oui, mais... Et les gens n'arrivent pas, on ne sait pas sur quel levier agir. T'as totalement raison, mais est-ce que ces partis dits populistes sont contre la mondialisation? Parce que pour le coup, tiens, je vais donner un bon point à notre amie Myriam, qui a dit quelque chose de très, très intéressant à l'époque à Bistro Liberté, qui nous a dit, oui, mais RN, Madame Le Pen, etc., qui sont dans l'opposition, en réalité, ils mangent à la même table que les mondialistes. Et en fin de compte, ils feraient la même politique que les mondialistes. Non, mais moi, c'est Myriam qui pense ça. Honnêtement, alors... Est-ce que j'ai tort ou pas? Non, tu as totalement raison. Que tu as dit ça? Oui, j'ai dit ça. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais? Alors, moi, je ne parle pas de telle ou telle personnalité. Moi, je sais qu'on a eu M. Trump, qui a été président des États-Unis, et qui a mené une politique radicalement différente et en opposition avec le mondialisme, une politique très intelligente, pas une politique... Oui, mais M. Trump, c'est pas Mme Le Pen. Ouais, non, mais moi, c'est ça le truc. Non, mais on parle des populistes. Moi, je te non, mais on a parlé... Il n'y a pas que Mme Le Pen dans les populistes. On parle de la France. On parle de la France. On parle de la France. Alors, sur Mme Le Pen, elle mène quand même une politique de restriction de l'immigration. Elle veut la mener. Oui, elle veut la mener, sauf qu'elle sera, si elle arrive au pouvoir, elle sera comme Mélanie, obligée de faire les mesures européennes et de s'y soumettre. Donc finalement, c'est bien beau de le dire, mais elle ne mettra rien en place pour ne pas s'y soumettre. Elle fera exactement comme Mélanie. Donc alors si tu permets, Myriam, il y a deux versants. Il y a le versant immigration. Sur le versant immigration, dans le cadre de l'Union européenne, avec les accords de Schengen et tout un tas de législations, je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'y a pas des heures, effectivement, c'est difficile. Et pour l'Italie, c'est d'autant plus difficile que l'Italie est dans une situation particulière, parce que il y a eu un plan d'aide européen qui a été voté en juillet 2020, où l'Italie s'est taillée la part du lion, c'est-à-dire sur 700 milliards, il y a 200 milliards qui doivent lui revenir. Ces sommes ne sont toujours pas versées. Et évidemment, c'est le petit hameçon, la part... Mais regarde, l'Italie, c'est comme un grand pays. S'ils disent, écoutez, nous, on sort de l'Union européenne. L'Union européenne, sans l'Italie, c'est quand même plus l'Union européenne. Complètement. Ah non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais ça, elle peut le dire. Pourquoi elle le dit pas? Parce que ça ferait quand même un sacré choc, enfin, est-ce que son opinion publique va accepter ou autre. Par contre, si tu permets... C'est quand même là-dessus qu'elle s'est fait élire. Elle n'a jamais... Non. Allez-y. Oui, mais elle a bien dit... Alors, durant la campagne électorale, elle a bien... Je voudrais dire sur l'Italie, parce que c'est un cas spécifique que je connais très bien. Durant la campagne électorale, elle a rassuré tout le monde en expliquant qu'en aucun cas elle ne sortirait de l'Union européenne. Donc, effectivement. Et elle a bien dit aux électeurs. Donc, elle n'a pas trompé son électorat. Ensuite... on en parle beaucoup moins en France, mais elle mène aussi une politique économique très particulière, qui n'est pas celle... Laquelle? Ah ben, je vais t'expliquer très précisément. Il y a eu très peu d'articles là-dessus, puisqu'on ne parle jamais que de son échec migratoire pour le moment. Attendons la suite.
au mois de juillet, il y a eu 2 articles qui sont parus, un dans Boursorama et l'autre Le Revenu, je crois, pour expliquer qu'au niveau des taux de croissance, l'Italie était devenue le pays qui a la plus forte croissance en Europe au premier semestre. Or, c'était toujours le pays qui était à la traîne. Et sur la tribune, quand ils ont fait, dans le même temps, les taux de croissance des pays européens, ils ont oublié l'Italie. Ils ont parlé de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, mais l'Italie, ça n'existait pas. Et oui, parce que les résultats étaient trop bons. Pourquoi les résultats étaient comme ça? Parce que justement, elle a mis en place une politique de relance du travail, en baissant les charges sur le brut, donc en relevant les niveaux de salaire, de 4 et 5% immédiatement. Et comment elle a financé ça? Je vais te le dire. De 2 manières. Premièrement, elle a restreint tous les revenus minimums, les allocations, etc. Elle en a diminué à peu près d'un tiers. Ça, c'est une partie du financement. La deuxième partie du financement, c'est une taxe sur les superprofits des pétroliers et la spéculation financière. Bien. Donc, il y a quand même une politique particulière. Et cette politique particulière, qui a été appliquée très vite après son arrivée, a immédiatement eu des résultats. Alors, comme par hasard, la presse française n'en a fait pratiquement pas d'écho, évidemment. De la même manière que la politique de guerre commerciale à la Chine est à peu près la même politique que Mme Meloni de relance de l'investissement par la baisse des charges, cette politique avait amené des taux de croissance phénoménaux aux États-Unis pendant les 2 premières années de la présidence Trump, de l'ordre de 4,5%, c'est-à-dire des taux de croissance dignes des années 60. On n'en parlait pas dans la presse française. Et oui, il faut surtout pas faire de la publicité pour Trump. Trump, dès qu'il est arrivé, les taux de croissance américains ont doublé. Alors, et les salaires, l'augmentation des salaires, sur les 2 premières années du mandat Trump, était du double de l'augmentation des salaires des 2 dernières années d'Obama. Alors, j'aurais 2 dernières questions à te poser. Qui profite au peuple et aux travailleurs. Olivier, j'ai 2 dernières questions à te poser et on va passer, parce que là, je sens que là, ça frétille. On va passer vraiment au débat, enfin d'abord au duel, après au débat tous ensemble. 2 dernières questions. Toi qui es spécialiste du forum de Davos, qui connaît tous les rouages, est-ce que des mesures vont être annoncées sur le forum de cette année? Alors, moi, je crois que sur le forum de cette année, là maintenant, ça fait 2 ans, depuis la sortie du Covid, que le forum de Davos commence à avoir une attitude un peu, comment dirais-je, un peu en catimini. C'est-à-dire qu'il y a eu un forum de Davos l'année dernière qui était assez spécifique. Alors déjà, il y avait beaucoup moins de participants que les années précédentes, et beaucoup de grands chefs d'État ne venaient plus. Pourquoi? Parce que se montrer avec Davos, à l'époque où justement tous les populistes montent, c'est pas génial, quoi. Donc les 2 derniers forums de Davos, il y a eu beaucoup moins de grandes vedettes du monde politique. D'ailleurs, même Macron n'y a pas été. Et il y avait beaucoup moins de chefs d'État qui se sont présentés. Et puis, le forum de Davos, c'est un programme de conférences. Et donc moi, j'analyse toujours les conférences que le forum de Davos propose et ça m'intéresse. Et les conférences qu'il y avait à ce moment-là, un certain nombre de conférences ont montré que le forum de Davos lui-même s'inquiétait de l'évolution de l'opinion publique. Donc, par exemple, une conférence qui s'appelle « La crise de confiance ». À l'heure où, et la thématique de la conférence était à l'heure où le développement du numérique et de la collaboration internationale nécessite la confiance dans les institutions, on sent que les peuples ne suivent plus. Voilà. Et alors, il concluait cette présentation par les mots suivants. Comment faire pour retrouver la confiance des consommateurs, des citoyens et des communautés? Consommateurs, citoyens, communautés. Donc les consommateurs, c'est important pour eux. Les citoyens, oui, parce qu'ils vont devenir des citoyens du monde. Et les communautés, parce que dans l'espèce de vision marketing qu'ils ont, c'est très important. Les communautés, on leur demande. Par contre, des peuples, on n'en parle pas. Le mot peuple est évacué. Donc vous voyez l'esprit de ce type de conférence. Les peuples, on veut que ça disparaisse. On veut qu'on devienne des citoyens impliqués dans la vision du monde, répartis en communautés et qui consomment. Mais du coup, c'était quoi les solutions qu'il proposait? Alors là, je ne sais pas, parce que les conférences... Oui, mais il n'y a pas vent de certaines choses qui vont... Alors moi, sincèrement, je pense que là, cette année aussi, ils vont être beaucoup plus en catimini. Alors, ils avaient essayé l'année dernière de faire venir un certain nombre d'influenceurs pour essayer de manipuler l'opinion. Oui, des influenceurs internationaux très importants qui étaient venus pour apporter leur concours. Je pense que cette année aussi. Ils avaient fait venir Julien Pain. Oui, c'est vrai. Oui, alors, Julien Pain, enfin lui, l'influence de Julien Pain. Et alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que Julien Pain
avait interviewé Klaus Schwab. Bah oui, à quelle interview? Voilà, quelle interview, il était là Non. presque à le plaindre, mais vous êtes critiqué tout le monde. Non, mais Mais alors, l'enquête c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Julien Pain, qui est un homme de gauche, qui se définit, vient au secours d'un multimilliardaire représentant des banques, mais on est Il croyait halluciné. encore au clivage gauche-droite. Alors, Oui, bon, Olivier, voilà. dernière question, là vraiment, c'est sur la France, pour le coup, toi qui es économiste, et après on va passer vraiment Alors, pour au duel. terminer sur Vas-y, le fini, mais prochain 10 Davos, secondes. il y a aussi un problème important qu'ils ont, c'est quand même cette tension avec Elon Musk, qui est quand même du C'est sérail, vrai. et qui aujourd'hui est vraiment en rébellion. Et je pense vraiment que là aussi, je pense que ce qu'ils vont faire cette année, c'est d'essayer de contrer, Elon Musk. oui, le phénomène Musk sur plusieurs versants. Dis-moi, en France, toi qui es économiste, tu vois une récession en 2024? Qu'est-ce que tu vois? Écoute, Parce que Bruno Le Maire nous dit qu'on va Oui, mais avec avoir de Bruno la Le Maire, tout va. croissance. Donc, je pose la question. tout le monde va bien sauf la Russie. Avec Bruno Le Maire qui s'est effondré, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Grâce à lui. Et bon, l'économie française est dans une situation dramatique. Je suis désolé, C'est pas ce que dirait Bruno Le Maire. Oui, ça c'est Oui, vrai. mais moi, C'est pas ce oui, qu'il dirait. Il oui, dit c'est qu'on pas est ce qu'il dirait. Bruno était en là. croissance. Alors, en croissance de quoi? Mais quelle croissance? Mais la croissance. Non, c'est que du blabla. Et je vais vous l'expliquer très simplement. Pourquoi il y a encore une croissance en France? Enfin, semblant de croissance. Parce que Bruno Le Maire le dit. Et oui, Bruno Le Maire il dit que la Mais elle lumière existe soit, quand même. Voilà. Mais comment elle est produite? Qu'est-ce qui produit la croissance? C'est les déficits. C'est-à-dire que en France, notre économie n'est plus une économie industrielle, on n'a plus de revenus industriels avec des recettes à l'export. C'est une économie qui est basée sur la consommation. Sauf que quand on est basé sur la consommation, il faut bien que les gens aient de quoi consommer, puisqu'ils produisent plus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait des aides sociales. 1/3 du PIB est consacré en France aux aides sociales et aux revenus de transfert. Comment on finance ça? Des déficits publics qu'on finance avec de l'emprunt. Et donc, cette année, le déficit public de la France est de l'ordre de 150 milliards d'euros. C'est-à-dire du jamais vu depuis la Deuxième T'as Guerre dit mondiale. combien? 150? Oui, c'est de l'ordre. Moi, je croyais que c'était 550. Mais j'avais vu Non, 550. le budget de l'État, c'est 400 milliards. D'accord. C'était 550, ce serait dramatique. Ça aurait pu, hein. ça Ah aurait bah pu. avec eux, peut-être qu'on va crever Ah les non, enfants. pardon, c'est le déficit commercial. Déficit commercial, 160 milliards d'euros. 160? Là aussi, c'est le plus fort depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Là aussi, justement, j'allais y venir. Comment ça se passe en fait? Pourquoi on a ces deux déficits qui sont pratiquement Mais comparables? conclue, t'as 1 minute 30 et après Une minute on 30, si tu passe me laisses- sur le duel. si tu me Voilà, laisses je te parler, laisse, je te laisse. Si tu me laisse laisses parler. parler, je vais y arriver. Je mon te laisse grand. parler. Bon. On prend de l'argent. C'est quoi le déficit? Ça veut dire que bien que nous soyons le pays le plus taxé du monde, on n'arrive pas à couvrir le budget. Donc l'État laisse filer de l'argent dans la société. C'est-à-dire qu'il capte 400 milliards d'impôts, mais il dépense 550 milliards. Bien. Ces dépenses, une grande partie de ces dépenses, sont de plus en plus importantes, c'est des dépenses sociales, justement pour soutenir la consommation. Quand vous avez un déficit de 150 milliards, ça correspond à peu près à 5,5% de PIB. Avec ces 5,5% que vous laissez dans l'économie, normalement, vous devriez les retrouver dans la croissance. On devrait avoir une croissance qui correspond à ça. On a une croissance qui est entre 0,5 et 1. Donc, en fait, c'est une fausse croissance qu'on alimente avec de l'argent qu'on emprunte, qu'on met là-dedans, et d'année en année, on s'alise de plus en plus. Et nous sommes un pays, en fait, si vous arrêtez les déficits, si demain, on dit, voilà, plus de déficit, on est l'État à zéro, on se retrouve avec, je dirais, Une anarchie. un déficit colossal. Un déficit colossal. Et des Si tensions on fait comme ça sociales, du jour au lendemain. Et des tensions sociales prodigieuses. Cet argent qu'on donne pour soutenir le pouvoir d'achat des gens, dans la mesure où on ne relance pas la production en face, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens achètent des produits chinois, ce qui alimente le déficit commercial. Et donc, vous avez eu en 4 ans aux États-Unis l'alternance entre les deux politiques, la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est celle de Trump. On baisse les impôts de production, on baisse les charges sur les salaires et on bloque les frontières sur des produits qu'on peut fabriquer ici. Résultat, on relance la croissance en relançant la production et l'emploi. Bien. La mauvaise politique, c'est celle qu'a fait Biden dès qu'il est arrivé. C'est-à-dire que pour relancer l'économie, ben on ne parle pas de la production, c'est pas intéressant, ça sert à rien. On envoie des chèques de $8 000 dans les boîtes à lettres des gens. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et alors, j'étais sur un plateau télé, tout le monde trouvait ça génial. Il y avait que moi qui trouvais ça con. C'est ridicule. Mais c'est peut-être moi qui suis con. En tout cas, merci à toi. Avec $8 000 par personne, les gens, ils achètent quoi si on ne relance pas la production? Ah, ça c'est sûr. Ils achètent des produits étrangers et ils creusent le déficit de la balance commerciale et ils coulent la monnaie. C'est pour ça qu'on est sur la voie de la dédollarisation. Donc, la bonne politique, on la connaît, c'est celle qui a été menée par ailleurs.
Et la mauvaise, c'est celle qu'on fait en France depuis des années avec Macron. C'est de pire en pire. Merci à toi, cher Olivier. Et on va passer au duel entre les intervenants. Mais au duel avec qui? Moi. Mais je suis seul contre tous. Non, il y aura un duel, vous allez voir, un petit duel. Allez, le jingle duel. Tu vas me ramener Philippe Béchade. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. Mais cette vie sera belle pour qui? Christine Lagarde l'a dit, l'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique Profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Merci bien.